Bonjour à tous et à tous. Vous pouvez voter pour n'importe quel candidat à l'exception de Poutine. Vous pouvez gâcher votre bulletin de vote. Vous pouvez écrire Navalny en grosses lettres. Les mots forts de Yulia Navalnaya, la veuve d'Alexeï Navalny, 5 jours après les funérailles de son mari. La période de deuil passée, Yulia Navalnaya en appelle à la mobilisation russe le 17 mars, jour de l'élection présidentielle. Nous devons nous rendre au bureau de vote le même jour et à la même heure, le 17 mars à midi. Est-ce que cet appel, forme de manifestation déguisée, peut être entendu par les Russes? On se pose la question aujourd'hui dans ce 12-15. Et pendant ce temps-là, vous verrez que le pouvoir russe a lancé sa machine répressive. Il aura fallu 5 jours. Le temps de récupérer, d'analyser les milieux d'images prises lors des obsèques d'Alexeï Navalny. Fruit du sinistre travail de centaines de policiers et de membres des services secrets. Le temps également de localiser les adresses de ces Russes venus lui rendre un dernier hommage. Une véritable traque minutieuse avec à la clé des arrestations, des gardes à vue, des comparutions devant les tribunaux. Vous découvrirez tous les détails de cette répression implacable mise en place par le Kremlin, et nous serons en direct de Moscou avec nos envoyés spéciaux Jérôme Garraud et Gilles Parot. La répression est absolument incroyable. Depuis les obsèques de Navalny, toutes les méthodes sont employées. On sera en direct dans quelques instants avec nos équipes du côté de Moscou. Mais Louis Duclos, est-ce qu'en fait il peut y avoir encore une opposition à Poutine? C'est une opposition que l'on entend, ces mots, on les entend, mais comme le disait Yves, on les entend en Occident, on les entend aux États-Unis, partout ailleurs, mais absolument pas en Russie. Une opposition en Russie, je pense qu'il n'y en a pas et il y en aura plus, ça c'est à peu près sûr. Après, forcément, l'opposition pourra se créer de l'étranger, pourra vivre de l'étranger, comme on le voit avec Yulia Navalnaya en ce moment. Mais en Russie, c'est beaucoup trop dangereux. On le voit déjà avec la mort d'Alexeï Navalny et ses obsèques. Ils sont en train de faire les arrestations après les obsèques. C'est quelque chose qui va continuer, qui va perdurer. Donc forcément, la Russie est dans une phase de purge politique à tous les niveaux. C'est aussi dans le domaine militaire depuis le coup d'État tenté d'Evgeny Prigojine cet été. Donc depuis le mois de juin, le ton de Poutine s'est durci et il veut asseoir son pouvoir de la manière la plus autoritaire possible pour s'assurer de rester en place. Magali, juste d'un mot sur ce système répressif. Je parlais des NAS, en fait, comme si Poutine jouait avec ses opposants ou tout simplement avec les Russes. Je vous vois réagir. Vous n'êtes pas d'accord avec le fait de jouer, comme souvent dans les dictatures, on laisse sortir les opposants pour mieux les interpeller, les arrêter? Là, c'est un véritable appareil d'État qui est mis au profit et de la police et des services secrets. Ça, je suis d'accord. Pour autant, je ne sais pas si c'était vraiment un piège qui était tendu pour après les arrêter et les identifier. Parce que je pense qu'ils sont des millions à travers la Russie, ceux qui ne soutiennent pas Poutine. Mais je pense que s'il n'y a pas eu d'arrestation directement le jour des obsèques, c'était que politiquement c'était tendu et que je pense qu'ils voulaient éviter les effets de foule, le mouvement de foule. Ils voulaient éviter justement que la mobilisation s'enflamme, tout simplement, parce que c'était une mobilisation qui restait totalement pacifique. Et je pense qu'ils voulaient éviter des débordements qui auraient pu, du coup, in fine, affaiblir le pouvoir de Poutine. Et c'est pas pire? Je ne sais pas, en tout cas le résultat est le même, c'est que les arrestations ont lieu et les gens qui veulent manifester librement ne peuvent pas le faire. Il faut rappeler quand même que Navalny, quand il a été candidat et qu'il s'est présenté à la mairie de Moscou, en 2013, il avait obtenu de mémoire, je crois, 27% des voix. Il est arrivé deuxième. Donc on est là à Moscou, dans une ville qui est certainement pas représentative du reste de la Russie, mais où il a un vrai foyer de supporters, ce qui explique cette foule pour ses obsèques et ce qui explique le coup qui est tenté par la veuve de Navalny pour la présidentielle et cet appel pour le 17 mars. On va revenir sur le déplacement d'Emmanuel Macron. C'était hier à Prague. Washington, depuis, renvoie Emmanuel Macron dans ses buts. Volodymyr Zelensky veut des armes. Il n'a jamais demandé des troupes au sol, cingle la Maison-Blanche aujourd'hui, car le chef de l'État français persiste. On l'a entendu hier aux côtés du président tchèque, revenant sur ses propos controversés qui l'ont amené à évoquer, on le rappelle, l'hypothèse d'envoi de troupes au sol en Ukraine. Emmanuel Macron a de nouveau défendu sa position hier, jugeant que les Européens ne devaient pas, je cite, s'imposer de contraintes dans leur approche du conflit. Message très clair aux alliés. John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, lui a répondu depuis. Écoutons John Kirby. Le président Biden a également été très clair depuis le tout début de cette guerre. Il n'y aura pas de troupes américaines sur le terrain pour combattre en Ukraine. Et vous savez quoi? Le président Zelensky ne demande pas cela.
Il demande simplement des outils et des capacités. Il n'a jamais demandé que les troupes étrangères combattent pour son pays. Lui et ses troupes veulent le faire, mais ils ont besoin d'outils, et c'est ce que nous devons faire. Sur le principe même, est-ce que les Occidentaux peuvent accepter que toute l'Ukraine tombe, ou bien est-ce que ce serait un casus belli pour que l'Occident dise on ne peut pas accepter ça, on entre en guerre? Je veux dire, si l'Ukraine tombe, il y aura des conséquences en cascade. Je ne donne pas très cher de l'Union européenne, je ne donne pas très cher de notre capacité à nous mettre d'accord. Il faudra tester d'ailleurs, et je pense que Vladimir Poutine ne cherche qu'à tester notre solidarité entre nous. Et donc il faut éviter ce scénario. Alors comme le disait Darius Rochebin, c'est teinté du coin du bon sens, mais c'est quand même une part de la réalité, cette situation. Oui, bien sûr, c'est une situation très compliquée, mais je pense que... Si on dit pas stop... à Moscou, personne ne comprendra. C'est que tant qu'on dit pas stop, Moscou va continuer d'avancer. Et enfin, on l'a vu déjà en 2014 avec la Crimée, personne n'a dit stop vraiment. Au final, on se retrouve 10 ans après en pleine guerre. Donc, je pense que ce qu'Emmanuel Macron a voulu faire, il l'a dit hier d'ailleurs en République tchèque, c'est un sursaut stratégique. C'est pour pousser tout le monde à se rendre compte que si peut-être qu'on n'aura pas forcément les États-Unis toujours avec nous, et il faut qu'au niveau européen, on puisse se réveiller et on puisse avoir une industrie de défense et on puisse agir.